Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, plusieurs techniciens et professionnels de l'énergie solaire ont présenté les équipements et leur savoir-faire au CIREX, le premier salon international des ressources extractives et énergétiques. Quelle est donc la place du solaire en 2024 dans notre pays? Nous nous rendrons au parc des expositions. Après quoi, nous irons à Yamoussoukro où se tient le 3e congrès de l'Association des ordres des experts comptables de la sous-région ouest-africaine. C'est le 3e du genre qui réunit des experts comptables pour discuter de la durabilité et de l'intégration. Et puis, les rideaux sont tombés il y a quelques instants seulement sur la phase internationale du festival Clapivoire. Et c'est Dorcas Gamagba, la jeune productrice béninoise, qui remporte le super prix Kodjo et Bouclé au terme des délibérations. C'est la 3e fois que les experts comptables de la sous-région ouest-africaine se réunissent en congrès. Et pour ces travaux, ils ont choisi la ville de Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La rencontre se tient avec des experts financiers de la CEDEAO. Elle a démarré hier jeudi avec pour thème central durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest. Le récit de Niki Mamoussa. Experts comptables, gouvernement, secteur privé et acteurs financiers, tous réunis depuis 2 jours au 3e congrès conjoint entre la CEDEAO et l'Association des ordres des experts comptables de la région ouest-africaine. Thème de la rencontre, durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest. On a énormément de choses à partager. D'une part, écouter ce qui se passe et d'autre part, proposer à la voix de tenir compte de sons que nous-mêmes on peut observer. Le seul moyen est d'arriver à se parler ensemble en anglais. C'est ce que nous faisons à l'IFAC, ce qui n'empêche pas nos productions d'être traduites et d'être disponibles sur notre site dans des langues différentes. Nous allons donner aux professionnels des outils, des informations et des outils pour que la durabilité soit une réalité pour eux et pour leurs clients. Mais c'est une belle occasion d'intégration que nous sommes en train de faire et l'objectif de ce congrès et de toutes ces actions, c'est de faire tomber les barrières linguistiques pour que la fluidité, donc la circulation des professionnels soit une réalité. L'objectif est clair, identifier les défis liés à la durabilité, renforcer l'intégration régionale et proposer des stratégies pour la région. La barrière linguistique, c'est un premier défi. L'harmonisation des formations dans l'espace, c'est un autre défi. L'acceptation des autres aussi au niveau de nos autres, c'est un 3e défi que je peux citer. L'avenir, c'est dans les grands ensembles. L'avenir, c'est l'intégration africaine. Et on ne peut pas échapper à cela. Et aussi, accompagner dans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, la transparence. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une bonne gouvernance. Attendu comme résultat de ce congrès, un diagnostic des enjeux régionaux, des recommandations stratégiques et une feuille de route pour des initiatives concrètes. Restons toujours en région et cette fois-ci, rendons-nous dans la Mé. Là-bas, l'on s'organise pour aménager la réserve naturelle de Mabi Yaya, une réserve qui est née de la fusion des anciennes forêts classées de Mabi et de Yaya. Face à la menace climatique et aux actions de l'homme sur le couvert forestier, le Conseil régional a lancé également une sensibilisation des populations riveraines. Le témoignage de Mardoché Kwasi. D'une superficie de 61 282 hectares, la réserve naturelle de Mabi Yaya couvre les départements de Yakassé à Tobrou et d'Alépé dans la région de la Mé. C'est l'une des dernières forêts denses, humides, relativement bien conservées dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette opération, qui a démarré le 28 novembre dans la zone d'Aboisseau-Comoé, vise à libérer ces terres protégées de ces emprises agricoles afin de favoriser une reprise de la végétation. Elle marque par ailleurs la ferme volonté politique de préserver ce riche patrimoine forestier de la région de la Mé, refuge d'espèces emblématiques. L'objet de notre présence aujourd'hui, il est d'une part de lancer une opération d'aménagement de la forêt Mabi Yaya afin de la rendre étanche à toute pénétration irrégulière, mais également de sensibiliser une fois de plus les populations et de véhiculer le message du gouvernement qui est celui qu'ils se fassent les gardiens de ces réserves qui sont pour eux un atout extrêmement important dans le maintien de leur écosystème. De façon spécifique, il s'agit de détruire 1000 hectares de parcelles agricoles à l'intérieur du périmètre, produire une carte des zones aménagées et une carte actualisée des parcelles agricoles détruites depuis la prise en main de la réserve naturelle de Mabi Yaya
et mobiliser les populations riveraines autour de cette opération à travers la contractualisation de ces travaux d'aménagement aux organisations locales. La vocation d'un parc, ou bien la vocation d'une réserve naturelle, n'est pas de produire du cacao, n'est pas de produire de l'hélia, ni du papier à huile, mais simplement c'est de créer un microclimat qui profite à tous. Je voudrais vous assurer que l'OIP prendra les dispositions nécessaires, avec surtout l'appui des populations qui sont à la périphérie de cette population pour atteindre cet objectif. Les travaux d'aménagement des parcelles agricoles seront réalisés du 28 novembre au 2 décembre 2024 avec l'appui des populations riveraines qui sont engagées à prendre leur part dans cette double opération. À terme, il s'agit de préserver l'intégrité de la réserve naturelle de Mabiyaya en l'affranchissant de toute occupation humaine incompatible avec son objet de création. Dans un tout autre chapitre, le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, en collaboration avec l'agence Côte d'Ivoire Export, a organisé mercredi dernier un atelier de présentation des études de la stratégie sectorielle commerciale offensive et de formation sur les règles d'origine. Cet atelier, vous allez le voir, a permis de renforcer les capacités des PMI, PME exportatrices ou à fort potentiel d'exportation, ceci afin de les préparer à saisir les opportunités offertes par l'accord de la ZLECAf. Les explications un peu plus poussées de Salif Yalekou et Fulgence Kissiedou. 8 produits ont été identifiés pour permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner comme leader dans le commerce interafricain. C'est ce qu'a révélé mercredi le secrétaire exécutif du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine lors d'une rencontre de vulgarisation des résultats de la stratégie sectorielle commerciale offensive organisée conjointement par le CN-ZLECAf et l'agence Côte d'Ivoire Export. Ces produits ont été recensés à la suite d'une étude approfondie réalisée avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. On a pris les dispositions pour faire une étude de marché pour les produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif et les produits prioritaires aussi qui ont été identifiés par le gouvernement pour le développer. C'est ce que nous appelons des actions concrètes qui sont posées par l'État pour vraiment accompagner le secteur privé dans la conquête du marché africain. Les opportunités qu'offre cet accord continental avec un marché commun de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Ces opportunités-là, pour mieux les exploiter, il va falloir que nous préparions à fond le secteur privé. Et justement, l'échange de ces informations va permettre à notre secteur privé d'avoir l'information stratégique spécifique sur les marchés porteurs et sur les secteurs sur lesquels nous pouvons nous positionner efficacement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. De nombreuses opportunités pour le secteur privé ivoirien. Cet atelier va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la libre-échange que nous propose la ZLECAf, les avantages auxquels nous serons soumis et aussi la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier de cette libre-échange. Ça va être très instructif pour nous parce que nous prônons vraiment le développement intra-Afrique et ça nous permettra également de savoir ce que la ZLECAf peut nous offrir par rapport à la facilitation des échanges. Parmi ces produits figurent le manioc, le karité, le cacao, ainsi que les fruits séchés. À cela s'ajoutent les nouvelles technologies de l'information dans le domaine des services. La ZLECAf offre un potentiel de 1,3 milliard de consommateurs. L'accord créant cette zone a été créé à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, et sa phase opérationnelle a été lancée le 7 juillet 2019 par les chefs d'État et de gouvernement. Et le chiffre de ce 19h50 tous les ans, ce sont environ 5000 nouveaux patients souffrant de maladies cardiaques qui sont admis dans nos hôpitaux. Et pourtant, vous allez le voir, les coûts liés au traitement de ces maladies ne sont pas toujours à la bourse des patients. Mais pour améliorer cette situation qui touche des milliers d'Africains, les experts du domaine se sont réunis ce jeudi à Abidjan pour 2 jours de travaux. Question de partager les expériences, mais aussi de proposer des solutions viables. Niki Mamoussa et Chèque Bleu y étaient. En Côte d'Ivoire, on compte environ 5000 personnes souffrant de maladies cardiaques. Des chiffres semblables à ceux de plusieurs pays en Afrique, avec des coûts de traitement pas toujours à la portée des patients. Pour proposer des solutions à cette situation, une conférence internationale conjointe des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Nous nous sommes rendus compte que si nous mettons en place une centrale d'achat où les pays
pourront avoir les consommables, les équipements, ça va réduire de façon drastique le coût de la chirurgie cardiaque par patient. Nous mettons nos intelligences ensemble pour proposer des solutions réalistes, pratiques, pour le bien de nos populations. Nous nous mobilisons également pour que la chirurgie cardiaque fasse partie des programmes de couverture maladie universelle. Le thème choisi pour l'occasion, la chirurgie cardiaque en Afrique, défi actuel. C'est une chirurgie qui est nouvelle, qui ne se faisait pas avant, et jusqu'à présent d'ailleurs, c'est une chirurgie qui n'est pas réalisable dans certains pays. C'est une chirurgie qui est très coûteuse, avec des consommables et des médicaments qui sont très coûteux et très difficiles à avoir. C'est des consommables et des médicaments qu'on n'utilise pas tous les jours, que toutes les spécialités n'utilisent pas. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour déjà avoir accès à ces produits-là. Nos équipes ne sont pas suffisantes, surtout en qualité et en quantité, disons, pour faire face à nos nombreuses listes d'attente. La principale recommandation, ça sera une collaboration entre les centres africains où ceux qui ont déjà plus d'expérience pourront appuyer les centres qui sont au début ou bien qui s'installent. Réunissant environ 17 pays d'Afrique, cette conférence conjointe internationale va renforcer la collaboration Sud-Sud pour le développement de la chirurgie cardiaque sur le continent et présenter les résultats et les perspectives. Rendons-nous à l'agora de la commune d'Abobo, celle-là que s'est tenue hier jeudi, la première édition des journées socio-éducatives de la jeunesse. Le thème de ces rencontres, valeurs fondamentales pour une jeunesse éthique, responsable et citoyenne, a été au centre de discussion entre les jeunes. Le récit de Faltia Koulibaly et Kimou Eric. L'agora d'Abobo s'est transformée ce jeudi en un espace de réflexion et de dialogue sur les valeurs essentielles qui doivent guider la jeunesse. C'est la première édition des journées socio-éducatives de la jeunesse, rassemblant près d'une centaine de participants, parmi lesquels des jeunes apprenants, des experts et des figures influentes. Il s'agissait d'aborder la responsabilité, l'éthique et le civisme comme piliers d'une jeunesse engagée. Pour nous, c'est important d'être présent aujourd'hui aux journées socio-éducatives, déjà pour montrer que les jeunes ont vraiment besoin d'être des personnes qui vont faire partie des acteurs de ces journées-là, mais aussi qui vont passer le message aux autres jeunes. Le panéliste que je suis est venu pour qu'il y ait une plus-value, est venu pour un changement de comportement à partir des outils et des connaissances qu'on leur a données. Il faut que la jeunesse comprenne que l'avenir de demain se prépare maintenant. La première édition des journées socio-éducatives s'inscrit dans le cadre de l'axe 3 du programme jeunesse du gouvernement qui est relatif à l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Nous avons, sous le leadership du ministre Mamadou Touré, réhabilité et équipé des infrastructures dédiées aux jeunesses. Ces infrastructures offrent des espaces de réflexion, de concertation, de dialogue, mais surtout d'action. Cette première journée des journées socio-éducatives de la jeunesse a démarré aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 29 novembre prochain. Pour le mix énergétique national, la Côte d'Ivoire devra compter sur l'apport de l'énergie photovoltaïque. À cette première édition du Salon des ressources extractives et énergétiques, plusieurs techniciens et professionnels de l'énergie solaire ont présenté des équipements, mais aussi leur savoir-faire. Le secteur est en pleine expansion et les attentes des acteurs sont toujours aussi grandes. Les précisions de Pierre Dipomélin et Kimou Eric. La Côte d'Ivoire en pleine transition énergétique veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% en portant la part des énergies renouvelables à 42% d'ici 2030. L'énergie thermique représente toutefois actuellement encore plus de 75% de son mix énergétique. Le CIREX, Salon des ressources extractives et énergétiques, adresse toutes ces problématiques à travers des panels animés par des experts du secteur. Dans le hall des expositions, les acteurs de l'énergie solaire sont bien présents avec leurs équipements et technologies. Serge, qui évolue dans ce secteur depuis plus de 10 ans, est monté en puissance. Son entreprise s'intéresse maintenant aux grandes installations pour les unités commerciales et industrielles. Pour lui, le CIREX est une excellente tribune pour les rencontres d'affaires.
Alors nos attentes par rapport au CIREX, qui est la première édition, c'est déjà effectivement d'offrir de la visibilité à notre secteur et bien sûr à notre entreprise. Faire en sorte qu'effectivement il y ait plus de vulgarisation des solutions d'énergie, en particulier des solutions d'énergie renouvelable. Et justement pouvoir discuter, échanger avec des gens qui ont peut-être des craintes ou bien des réserves par rapport à nos technologies et les rassurer sur le fait qu'il y a des compétences locales pour ce type d'énergie nouvelle. Près de ce stand sont exposés des matériels électroménagers qui marchent avec l'énergie solaire. Paul, qui présente ses équipements, est bien conscient des coûts relativement élevés. Il propose à ses clients l'option des paiements par tempérament. Les gens ont tendance à dire aujourd'hui j'ai le courant électrique, enfin j'ai le courant normal, pourquoi je devrais forcément aller vers du solaire, en plus ça va coûter cher. Donc on leur apporte la possibilité aujourd'hui de payer progressivement parce qu'au finish c'est un investissement. Les produits solaires ont une durée de vie qui va entre 10 à 25 ans voire plus. Donc en réalité si vous dépensez un certain montant sur une année ou sur 2 années, vous bénéficiez de ce produit presque ad vitam aeternam, sachant que le solaire ne vous coûte rien. Donc c'est des économies sur vos factures d'électricité éventuellement, c'est de la stabilité. Le soleil est abondant, l'expertise est locale, les acteurs organisés en fêtière. La présidente Bassar Ndiaby salue la mesure du gouvernement qui allège les taxes sur le matériel solaire, mais elle plaide aussi pour une loi sur le contenu local pour permettre aux PME du secteur de tirer un meilleur profit. C'est vrai que l'État a pris une décision forte tout récemment. Je voudrais au passage saluer le gouvernement ivoirien qui permet aujourd'hui la détaxation des équipements, des droits de douane, des taxes à l'importation sur les équipements, tous les équipements d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Maintenant, il faudrait que l'État aujourd'hui mette en place une loi de contenu local pour le secteur de l'énergie, pour soutenir les acteurs locaux que nous sommes, voilà, pour que ce marché-là qui est en train de s'agrandir puisse profiter aux locaux et puisse profiter aussi au tissu économique national. Le déploiement de la technologie de l'énergie photovoltaïque se fait principalement dans les zones rurales où les ménages ne sont pas couverts par le réseau national de l'électricité. La construction en avril dernier de la centrale solaire de Boundiali participe à l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Mais pour y arriver, il faudra compter avec les PME qui sont en plein essor dans ce secteur et qui attendent davantage du soutien financier et institutionnel. Nous vous le disions en titre, peu avant cette édition, les rideaux sont tombés sur la phase internationale du festival cinématographique Clapivoire. Et c'est Dorcas Gamagba, la jeune productrice béninoise, qui remporte le super prix Kodjo est bouclé avec son court-métrage Les chaînes du deuil. Nikema Moussa, Bobby Filémon. Ce sont les chaînes du deuil. On repart avec le grand prix Kodjo est bouclé. Avec son film Les chaînes du deuil, Dorcas Gamagba est désormais la super lauréate de la 24e édition de la phase internationale du festival Clapivoire. En compétition, avec des productions venues de 8 pays de l'UEMOA, elle remporte le prix Kodjo est bouclé de la meilleure production pour son pays, le Bénin. C'est le récit d'une jeune dame qui a perdu son mari et qui doit maintenant, après la douleur de la perte, subir tout un rite. Je donne une étoile au Bénin, comme la Côte d'Ivoire l'a fait pour la Cannes. Donc en fait, je suis très contente, je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie. Et j'espère que l'année prochaine, les années qui arrivent, que le Bénin continuera à rafler des Kodjo et bouclés. Une édition qui offre une plateforme pour exprimer la richesse et la diversité culturelle du continent à travers des œuvres originales. L'année dernière, nous avons parlé des métiers du cinéma et de l'employabilité. Cette année, il faut voir ce que ces emplois peuvent apporter à l'évolution de ces jeunes. Ça leur permet de montrer ce qui ne va pas et en montrant, chacun voit aussi ce qu'il est en train de faire. Ça nous permet de prendre conscience. Et c'est en ce sens justement que nous saluons les efforts de tous ces jeunes-là qui nous ont montré des choses uniques. Le festival vise entre autres une meilleure intégration des jeunes au sein de l'UEMOA et l'éclosion de talents pour le cinéma africain. D'une manière générale, on sent effectivement une vitalité dans notre espace autour du cinéma. On sent que les talents sont en train de pousser. On sent aussi qu'ils s'inspirent et c'est pour cela que d'avoir donné le nom de Kodjo est bouclé est aussi une référence pour eux. Extrêmement impressionné de voir que notre jeunesse n'est pas que toujours dans le futur, qu'elle s'intéresse de manière profonde à ce qui fait aussi notre identité, nos racines
et qu'à travers cette expression autour du cinéma, cette jeunesse permet de le mettre en avant. Clapivoire est un concours festival de courts-métrages destiné aux jeunes réalisateurs de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il se décline en 2 catégories, fiction et documentaire, et réunit lors de sa phase internationale les lauréats en compétition nationale des 8 pays membres de l'UEMOA. C'est l'essentiel de ce que vous devriez savoir ce vendredi. Gratitude aux équipes techniques et de rédaction. Remerciements à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée et surtout bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.